Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est l'analyse du PPV qui s'est déroulé hier de 1h15 à 4h du matin. Donc, c'est le PPV Elinecel. J'espère que vous avez été enthousiaste avant et très content après le PPV, parce que c'est mon cas. Et je vais en parler un peu plus maintenant, mais j'ai dit les heures et je m'excuse si j'ai influencé des fans en mal sur les heures du PPV en fait. Parce que dans ma vidéo des pronostics, j'ai dit que ce serait de 2h15 à 5h et j'avais pas pensé, enfin j'ai fait ma vidéo le mercredi, comme vous avez pu le voir, et j'ai pas pensé vraiment au changement d'heure, donc ça s'est fait ressentir le dimanche. Et du coup, c'était pas 2h15 à 5h, mais 1h15 à 4h. Et je m'excuse s'il y a des gens qui se sont trompés à cause de moi, mais ce n'était donc pas du tout voulu. Et j'espère que ce n'est pas arrivé. Voilà. Euh, donc, comme je disais, je suis très content et très fier d'avoir pu suivre ce PPV hier soir, enfin dans la nuit plutôt, tout simplement parce que c'était un très bon PPV. J'ai adoré quasiment du début à la fin, même pour les matchs qui ne semblaient pas non plus incroyables. Donc voilà. Je vais juste commencer dans l'ordre. Le pré-show, je vais pas l'aborder. Je savais même pas qu'ils avaient remplacé le PPV, le match de pré-show. Donc c'était censé être Curtis Axel qui défendait son titre contre Biggie Langston. Sauf qu'Axel s'est blessé à Raw et il n'est pas apte à remonter sur le ring pour le moment. Donc ils lui ont laissé le titre. Lors de ce pré-show, Biggie Langston a challengé Dean Ambrose pour le titre US et Damien Sandow a battu Kofi Kingston, je crois, dans un match classique. Bref, rien d'important. Donc je vois pas pourquoi j'aborderais, surtout que je ne l'ai même pas regardé. Voilà. Donc le premier match, et cette fois-ci, mon Dieu, que c'est intelligent de mettre ce match-là. Donc c'est un match qui n'est pas vraiment à stipulation. Enfin, c'est le thème, le thème du PPV, c'était des LNSL match, d'où le nom du PPV LNSL. Et je m'attendais vraiment à ce qu'ils mettent le match de CM Punk en premier. Et ils ne l'ont pas fait et je les remercie parce que enfin, c'est déjà la deuxième fois, enfin pas de suite, non mais il y a eu SummerSlam et il y a eu Battleground, donc Night of Champions ça n'a pas été le cas, mais lors de ces deux PPV que je viens de citer, le match opener était toujours le match à stipulation, donc Ring of Fire et hardcore match pour Battleground et on a vu que c'était très bien pour un opener mais que ça s'essoufflait vite par la suite avec les matchs un peu plus bateau, un peu plus classique, les single matchs principalement. Donc là, ils nous ont fait, bon, certes, c'est un tag team match en plus pour les. Non, un triple threat en plus. Tag team match en plus pour les titres par équipe, mais c'était pas un Linnecell match et je remercie d'avoir mis ce match-là en premier. Par, pardon, parce que ce match est parfait pour un opener et je dirais même qu'il est parfait tout court. Les trois équipes sont magnifiques, magiques, que voulez-vous de plus? Ça allait bien, ça bougeait, c'était rythmé, il y avait une ambiance de malade, le public était dedans, ils étaient vraiment à fond pour... ils aimaient les Usos, mais c'était vraiment à fond derrière les champions par équipe. Il y a eu du suspense, je m'attendais vraiment à ce qu'au bout d'un moment à ce que les Usos gagnent, et c'est pas arrivé, et je m'attendais même à ce que le Shield franchement gagne ce match, et finalement c'est Cody Rhodes et Goldust qui ont conservé leur titre. Euh, L'ambiance du match est aussi fait par rapport, ouais, la, la, le fait que je mette une note assez haute et que je dise que ce match est parfait est aussi dû en raison du public qui a donné quasiment toute l'ambiance. Le public était survolté, incroyable. Alors, ils avaient des réactions de malade à chaque prise. Que voulez-vous? Il y a eu un. Ah, je sais plus comment s'appelle la prise, mais lorsqu'il a. Cody Rhodes a balancé pas Dean Ambrose, Seth Rollins, je crois, sur les autres en dehors du ring, à l'extérieur du ring, c'était incroyable. Il y a eu son moonsault, il y a eu plein de choses comme ça. Que Cody Rhodes, je trouve qu'il fait plein de progrès et je trouve ça quand même assez incroyable. Son face turn lui va terriblement bien. Voilà. Ensuite, ah, j'ai pas dit la note, bien sûr. La note, en fait, j'ai mis 10 sur 10. Voilà, pour un match parfait, 10 sur 10. Et pour moi, c'est encore une fois le match de la soirée. Euh,
à l'image du match qu'il y avait eu à Battleground de Shield contre la Rhodes Family pour que Cody et Goldust retrouvent leur job. J'avais aussi mis le match de la soirée. Là, c'est l'opener, donc ça fait très longtemps que j'ai pas mis l'opener en tout cas dans ma tête, hein, bien sûr, parce que je fais pas ça tout le temps. Je faisais pas ça tout le temps ces autres années, mais un opener que je trouve que c'est le meilleur match, ça fait très longtemps que ce n'est plus arrivé. Et je remercie tous ces lutteurs parce que c'était incroyable. Ensuite, je vais pas parler normalement de ça, des segments qui a entré les matchs, mais le segment du Miz, je voulais en parler. Euh, le Miz, il faut dire qu'on ne l'avait jamais vu comme ça. Il a une personnalité un peu nouvelle, si on veut bien. À la limite, il s'en foutait de tout. C'est pas très intelligent de venir sur le ring quand on sait qu'il y en a trois qui sont après nous, en guillemets. En tout cas, il y en a trois qui sont après lui, et lui, il va sur le ring. Coucou, je suis une proie facile, voilà. Enfin bref, l'intervention de Rick Rowan et de Luke Harper, elle est bonne, bien bourrin, comme j'aime. Et le retour de Kane, que voulez-vous, c'est magnifique. À part qu'il botche un petit coup sur Luke Harper, juste avant qu'il le mette en dehors du ring, c'est un peu moyen. Et après, il fait son heel turn. Et oui, j'ai envie de dire heel turn. Il attaque le Miz et lui porte son choc slam. Pourquoi j'ai heel turn? Parce que dans la promo où on voit Bray Wyatt sur l'écran, en dessous de la rampe d'entrée d'accès au ring, il parle de un monstre qu'il a devant lui. Et qui voulez-vous que ce soit par Kane? Il intervient juste après, donc pour moi Kane est avec la Wyatt Family et a fait un heel turn, je pense, malgré lui. Je pense que c'est pas vraiment un heel turn, ça va bien, c'est plus un contrôle. À la manière du dernier heel turn de Kali lorsqu'il était avec Jinder Mahal, où on a finalement appris que s'il était devenu heel et qu'il avait attaqué Ranjit Singh et d'autres lutteurs, c'est tout simplement parce que Jinder Mahal lui faisait du chantage, et je pense qu'il y a un peu un truc, c'est un peu du même domaine. Voilà. Donc là, j'ai pas bien sûr pas mis de notes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là, voilà. Ensuite, le prochain match, donc le deuxième de la soirée, était un mixed tag team match, donc qui opposait Summer Rae et Fandango contre The Great Khali, en parlant du loup, et Natalia. Euh, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, donc c'est le match des clowns, le retour, ça, il y avait une bonne carte, et on nous fout ça en deuxième match. Je me suis dit que ça allait faire comme Battleground, à mettre des matchs de merde après un très bon match, d'ailleurs j'ai mis 10 sur 10. Et finalement, non. Bizarrement, non. J'ai pas trouvé ce match ennuyeux. Et certes, j'ai pas mis non plus une bonne note, on est d'accord, parce que c'est des lutteurs assez, je vais pas dire restreints, je veux dire, Fandango il est très bon, Natalia c'est une technicienne hors norme, Summer Rae elle se démarque bien, il y a juste Kali qui bouse si on veut bien, euh, mais ils sont pas non plus au niveau des main eventers, donc on peut pas leur attribuer des notes non plus extrêmement hautes. Donc ce que j'ai mis que c'était un bon match malgré les personnes présentes, et que Ray est très à l'aise dans le ring, parce que c'est la première fois qu'on la voit dans le ring, aussi précisé par Christophe Ajus sur ABA. Donc c'est des bons débuts pour elle. Et la confrontation, enfin le match entre Natalia et Summer Rae est donc très très bon. Et il faut le relever parce que la section des divas n'est pas non plus au top ces dernières années, même si elle a un petit peu augmenté au point de vue, si on regarde sur ces 2 ans, en ce moment ça va un tout petit peu mieux quand même. Euh, enfin 2 ans, en tout cas sur l'année qui vient de s'écouler plutôt. Et ça m'a fait plaisir de voir ça, donc rien que pour ça, j'ai mis un point de plus que la moyenne. Donc j'ai mis 7 sur 10. Vous verrez en tout cas que ce PPV là bien, est noté bien plus que, est bien mieux noté, pardon, que Night of Champions et Battleground. Voilà. Ensuite, c'était le match pour le titre des États-Unis, donc le match qui a été fait par un challenge de Biggie Langston, comme j'expliquais dans le pré-show. Donc, quand le match était assez bourrin en fait, dès que Biggie Langston a commencé, il a dominé dès le début de match. C'était bourrin, il y avait du rythme, c'était bien, le public était dedans. Mais au bout d'un moment, Biggie Langston a eu un peu une perte d'énergie
Et là, Ambrose a dominé, et après Biggie Langston a un peu dominé, mais ça refaisait le yo-yo, un peu un schéma classique comme dans tous les matchs quasiment. Mais à partir du moment où Ambrose a commencé à dominer, il y a une baisse de rythme et d'ambiance. Le public était beaucoup moins dedans, et ça m'a un peu dérangé. Donc on peut quand même relever l'incroyable énergie de Langston en début de match, même par la suite. Mais j'ai préféré la première partie qu'la deuxième. Voilà, tout simplement. Ou la première partie, la deuxième beaucoup moins avec Ambrose qui domine. Même si j'aime Ambrose, hein, je dis juste par rapport à ce moment-là du match. Et après la troisième partie, yo-yo si on veut, je l'ai aimé moyennement. Voilà. Donc il y a une belle résistance d'Ambrose, il y a eu du sang, donc c'est pas voulu. Mais Biggie Langston a saigné sous l'arcade, ouais, sous l'œil. Et mon dieu, quel spire de Biggie Langston. Il s'est envoyé en dehors du ring, c'était juste incroyable. J'aimerais bien avoir une confrontation Biggie Langston-Roman Reigns. Ça peut se donner quelque chose de pas mal avec des spires. Donc voilà, j'ai mis 7,5 sur 10. Euh, Juste avant de continuer, je vous fais remarquer qu'on a 11 minutes de vidéo et que j'en suis déjà au quatrième match. J'ai juste envie de ne pas faire une vidéo qui dure 40 minutes parce que je vois que ça marche beaucoup moins bien et je vous comprends. Une vidéo de 40 minutes, non, ça fait trop. Donc je me dépêche pas, mais j'ai pris des notes un peu plus courtes. Voilà, donc j'enchaîne un peu plus vite. Voilà, donc on referme la parenthèse et on continue. Le quatrième match, c'était le handicap Hell in a Cell match qui opposait CM Punk à Paul Heyman et Ryback. Donc en début de show, vous avez pu le voir que Paul Heyman est directement allé sur le dessus de la cage à l'aide d'un élévateur et a regardé le match depuis le haut de la cage. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne technique. Mais pour un stratège comme Paul Heyman qui prévoit toujours tout, il aurait pu quand même prévoir que si Punk gagnait le match, il allait forcément le rejoindre. Donc il y a un manque de crédibilité quand même dans ce scénario. On veut faire passer Heyman pour un grand stratège, mais sur ce coup-là, c'était vraiment pas très intelligent de sa part. Donc, ouais, c'est peut-être le seul petit couac. C'est ça qui m'a fait ne pas mettre un 10 sur 10. Et d'autres petites choses aussi, parce qu'il y a eu quelques baisses de rythme dans le match, mais pas très important, hein. J'ai aussi pas mis 10 sur 10, tout simplement parce que c'était un bon match, mais Punk, on voyait clairement qu'il était affaibli, il se donne vraiment à fond, mais on voit qu'il se donne à fond malgré ses blessures. C'est pas qu'il se donne à fond tout court. On sent quand même les blessures. Voilà, donc Ryback tout simplement sur le déclin, les rumeurs le disent, on le voit très clairement. Il se fait dominer, mais d'une force, alors qu'on pouvait voir ne serait-ce que l'année passée, c'était pas du tout le cas, même s'il a fait beaucoup de progrès. Je sais pas, les rumeurs disent que les officiels sont en colère contre lui parce qu'ils ne voient pas de progrès dans son catch, dans sa qualité in ring, mais je sais pas depuis quand il parle. Est-ce que c'est depuis son heel turn ou est-ce que c'est depuis son face, depuis même qu'il est face au tout début de sa carrière de Ryback? Parce que depuis l'année passée, donc on peut prendre le Hell in a Cell match pour Ave de 2012, entre les mêmes compétiteurs, je trouve que Ryback a fait d'énormes progrès et je trouve ça vraiment limite dégueulasse de dire qu'il en a pas fait parce qu'il s'est vraiment donné à fond cette année-là et je trouve qu'il est franchement moi je trouve qu'il a eu de l'impact. Et voilà, après il y a aussi d'autres rumeurs qui disent qu'il s'applique pas assez en dehors du catch, donc en dehors du ring. Bref, voilà, on sent qu'il est sur le déclin et ça se ressent sur ce match-là. Punk gagne, il y a une table qui est utilisée et la suite, après le match, Eman détruit à coup de candlestick. Je tiens à dire sur infolute.net ou .com que les gens qui font les résultats, ils les font très très bien, hein. Je veux dire, ceux qui écrivent les résultats, c'est très bien. Je veux dire, ils mettent en détail les matchs, c'est un truc de dingue. Mais apprenez à écrire, mon dieu, je vois trois fautes dans une même ligne. Et candlestick, ça s'écrit pas en un mot avec QE à la fin. Enfin voilà, bref, moi ça me quand j'ai regardé, oui, j'ai regardé quand même les résultats après le match parce que j'avais envie de voir j'avais envie de voir les réactions de ceux qui marquaient les résultats par rapport à le tabassage de Paul Heyman et par rapport à la victoire du nouveau champion WWE, j'en parlerai plus tard. Et j'ai vu ces fautes d'orthographe, non mais appliquez-vous moi aussi pour ça parce que vous faites un boulot énorme.
Euh, Même si j'aime pas forcément beaucoup les gens qui sont sur ce site, sur le forum, ou des... Je sais pas, il y a quelque chose qui me déplaît sur ce site, même s'ils font un très bon travail. Mais vous faites un boulot parfait, mais l'orthographe, c'est juste horrible. La personne qui a fait ces résultats se donnait de la peine pour la richesse, pour le contenu, mais pour l'orthographe, c'est juste nul à chier. Donc voilà. Dès que j'ai vu ça le lendemain matin, mes yeux, ils ont saigné. Hein, c'était juste horrible. Enfin bref. Et il y a eu de l'adrénaline à souhait parce que tout simplement, le fait de voir que c'était en hauteur, j'avais peur que quelqu'un tombe. Ça me donnait, j'ai pas le vertige, mais ça me donnait le vertige carrément. C'était quelque chose de dingue. Et finalement, j'ai cru au bout d'un moment que quand Punk a voulu faire son GTS sur Eman, il s'est un peu avancé contre le bord et j'ai cru qu'il voulait le faire sur le bord. Mais en fait, c'était pour mieux le ramener au milieu de la cage. Donc voilà, presque parfait. 9,5 sur 10. Donc vous voyez que ça remonte bien à la moyenne quand même. Hein. Ensuite, il y a eu un tag team match. Donc c'est le seul match que j'ai trouvé un peu moins bien. Qui a quand même la moyenne, je tiens à préciser, mais je suis pas trop rentré dedans. Donc c'était les Real Americans contre Los Matadores. Je vais pas en parler beaucoup. Hein. J'ai mis match classique de la moyenne. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai mis 6 sur 10, mais après je me suis dit, il y a le Cesaro Swing sur Diego qui était quand même incroyable. Cette prise me fera toujours autant marrer, c'est un truc de dingue. De voir cette force. Antonio Cesaro est un malade. Enfin bref. À quand le faster de Cesaro? J'aimerais bien le voir face. Voilà. Donc vous avez compris que 6 plus 0,5, ça fait 6,5 sur 10. Je pense que vous n'êtes pas bête. Ensuite, il y a eu le World Heavyweight Championship match, donc qui opposait Alberto Del Rio qui défendait son titre poids lourd contre John Cena. Donc le match, comme Christophe a juste l'a dit, était décevant au départ. Je sais pas si c'était prévu, mais Alberto Del Rio s'acharnait trop sur Cena et Cena, le fait qu'il revienne au bout de 2 mois, j'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à suivre. Il n'était pas du tout dans le rythme, il n'arrivait pas à suivre comme un débutant qui apprend et qui avait un grand match et qui est devant un gars, ouah, une légende. Euh, et c'était. Ça me fait rappeler un peu le Colin Cassidy et Tommy Dreamer en 2008 à la SW. Ça m'a trop fait rappeler cette image-là, c'est quand même incroyable de voir ça. Je me suis dit, Sina, il n'était pas prêt à revenir. Puis après ça, je le voyais pas champion. Je me suis dit, s'il n'arrive pas à lutter, c'est. Enfin, il n'arrive pas à suivre le rythme, pas qu'il n'arrive pas à lutter. Le fait qu'il ne suive pas le rythme à la manière aussi d'un Ryback dans un Linocell l'année passée où on le critiquait, c'est la même image là. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé ça moyen. Je me suis dit qu'il allait pas être champion. Et j'étais assez frustré dans ce match, donc j'ai pas, enfin, je pouvais pas être non plus objectif parce que j'étais énervé. Je me suis dit que Del Rio remporterait le match, même si je suis pas à fond derrière Sina. Hein. Euh, donc voilà. Le match devient beaucoup plus rythmé par la suite, mais il est pas non plus extraordinaire. C'est un match normal. Le public met de l'ambiance du fait qu'il est John Cena et du fait que pratiquement tout le monde en a marre d'Alberto Del Rio, malgré que ce soit un bon lutteur. J'ai mis que c'était incroyable et que Cena redevienne le champion poids lourd pour la troisième fois. Euh, j'ai mis que c'était peut-être un retour trop tôt. Il est champion surtout trop tôt. Je veux dire, la dernière personne qui avait fait ça, c'était Melina. Elle avait fait son retour. Elle a gagné le titre, je sais plus, c'était Women's ou Divas. Enfin bref, ça prouve qu'il est privilégié. C'est juste ça qui me dérange. Mais je peux pas me plaindre parce que c'est Del Rio qui perd le titre. Voilà, mais juste si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais réagi différemment. J'aurais préféré qu'il gagne le titre un mois plus tard, au prochain PPV qui est les Survivor Series. Ça fait trop privilégié. Mais j'ai rajouté un point quand même du fait que Del Rio n'est plus champion, tellement ça me fait plaisir. Donc j'ai mis 8 sur 10. Je voulais mettre 7. Del Rio n'est plus champion, plus 1, donc 8. Voilà, vous m'avez compris. Ensuite, l'avant-dernier match, c'était le Divas Championship. Donc les Bella, mon dieu, elles sont juste incroyablement belles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur elles. Nikki était aussi pas mal comme elle était fringuée. Et ben, Brie Bella avec son bandana dans les cheveux, voilà. Moi, je craque. Euh, Ensuite, j'avais mis que j'en avais marre d'AJ, toujours championne. Plus ça avance, et j'adore, franchement, AJ, c'est une lutteuse que j'adore. Mais ça va bientôt faire à la même façon qu'Alberto Del Rio, j'en ai marre de l'avoir avec le titre. Voilà, j'en ai marre, et j'espère voir une rivalité entre les deux sœurs. Je dis ça tout simplement parce que à la fin du match, Brie Bella a attaqué Nikki Bella, enfin, porté une prise sans faire exprès, bien sûr.
Et j'ai cru que Nikki Bella allait se retourner contre elle. Et je me suis dit pourquoi pas une rivalité en dehors des rumeurs, hein, parce qu'il y en a qui disent que Brian et Brie en face affronteraient Nikki et Cena en heel, et ça j'y crois pas, ce serait ridicule en plus. Non, aucun intérêt. Cena s'il doit être heel, c'est d'une autre manière, mais pas comme ça. Donc voilà, j'espère voir une rivalité. J'en parle pas non plus beaucoup. C'est un match correct. Je mets là un petit peu plus que la moyenne. J'aurais mis plus si Bribella avait gagné. C'est subjectif, mais voilà, j'aurais eu une meilleure impression du match. Je pense que j'étais parti sur un 7, mais j'ai mis 6,5. Voilà. Et le dernier match qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le match pour le championnat de la WWE. Donc Daniel Bryan contre Randy Orton pour le titre vacant de la WWE, avec comme arbitre spécial Shawn Michaels. Alors il faut aussi noter que ça avait été annoncé, je crois, dans le pré-show et aussi sur une nouvelle quelques minutes avant le début du PPV que je n'ai pas vu, c'est que le Big Show n'interviendrait pas, il n'apparaîtrait pas dans le PPV. On aurait pu se douter du contraire, mais il n'est vraiment pas venu. Et je ne savais pas, et je m'attendais vraiment à une. Oula, attendez. Voilà. Ouais, c'était marqué batterie faible, je voyais plus rien. Pardon. Excusez-moi de ce contretemps. Ouais, donc j'attendais vraiment une intervention du Big Show et finalement elle n'est pas venue. Ça me va très bien aussi. Donc, il s'est rythmé dès le départ, c'est un Hell in a Cell en même temps. Brian est au top. Vraiment, il y a eu des actions. Enfin, je veux dire, on pourrait croire qu'après une 8 ou 9e confrontation en 5 mois entre les deux lutteurs aurait pu me faire dire que c'était nul, que ça m'aurait lassé de voir toujours les mêmes prises, parce que finalement c'est à peu près toujours le même schéma de match entre les deux, depuis leur début de confrontation en mai, en juin, je sais plus. Je crois que c'était en juin, donc ça fait 4 mois. Euh, oui, donc finalement pas, je me suis pas lassé, ça fait toujours plaisir de voir ces deux bons lutteurs, donc finalement on prend toujours du plaisir. Ensuite il y a eu l'intervention de Triple H, donc ensuite, ouais, plutôt en fin de match. Le petit truc où il monte à la cage, j'ai pas compris pourquoi, c'est pour gagner quoi, 30 cm. Il peut parler à Shawn Michaels s'il est pas sourd, hein. Enfin j'ai pas trop compris ça. Mais le fait que Michaels soit à terre, ça m'a dérangé un peu. Parce que c'est pas un arbitre commun, c'est un ancien lutteur, un Hall of Famer. Et le fait qu'il soit bousculé, il est par terre, c'est pas un arbitre commun. Voilà. Ça me dérange un peu. Ensuite, Triple H qui vient sur le ring. Il balance Brian et Brian lui fait son high knee qui est magnifique. De voir Triple H par terre, ça me fait toujours plaisir, même si je l'adore. Et le switch in music sur Brian. Alléluia, je l'avais dit, je l'avais prédit et je le voulais. Hein, je l'ai précisé dans la vidéo pronostic. Le switch in music sur Brian est arrivé. Rien que pour ça, plus 1 point et ça arrive à 9,5 sur 10. Voilà. La note finale, je la dirai après. Là, j'ai juste un petit débat pour les quelques minutes qui restent. On en a 23 minutes, j'ai juste pas envie de faire moins de 30. Enfin, plutôt 25, mais je pense pas qu'on y arrivera. C'est est-ce que vous croyez qu'un jour on sera assez lassé des scénarios de la WWE? Je m'explique. On a pratiquement tout eu. Enfin, chaque chose que j'ai voulu, je l'ai vu. J'ai vu CM Punk remporter le Money in the Bank. J'ai vu Jeff Hardy remporter le championnat de la WWE. J'ai vu CM Punk avoir vraiment un long règne en réponse à sa série de défaites de l'année passée, avec la rivalité et tout. Et j'ai vu la Nexus. C'était pas quelque chose que je voulais, mais du fait qu'elle soit lancée, ça m'a vraiment plu. Et il y a eu plein de petites choses, comme par exemple le switching music sur Brian. À chaque fois, les heel turns, le fait qu'il y ait des caches, c'est souvent sur des heel turns assez incroyables. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de face turn et de heel turn que ça rend les choses moins magiques. Euh, Par exemple, le Big Show, s'il fait un heel turn ou un face turn, la dernière fois, c'est avec John Laurinaitis, ça m'a bien plu, mais après, au bout d'un moment, ça va plus choquer. Brian, il peut faire un heel turn, là, ça va choquer. Punk, ça va choquer aussi. Sina, Sina, voilà, ça c'est encore la chose c'est peut-être la dernière chose qui me tient à cœur. C'est la dernière chose sur ma liste d'attente pour être vraiment surpris à fond. Mais les autres, Randy Orton, il va faire un face turn. Ouais, bon, Randy Orton, c'est un mauvais exemple, mais le Miz, ça va moins choquer. Run Killing, ça va moins choquer. Ça va moins choquer. J'ai l'impression que plus on va avancer et moins on va être surpris. On va être surpris, mais ça va plus être de grandes émotions. Donc, voilà, ma question c'est est-ce que vous pensez la même chose que moi? Voilà.
La note finale, donc, elle est de 8,1 sur 10, qui répond au 6,5 sur 10 de Battleground et de 6,3 sur 10 de Night of Champions. Voilà. Donc cette vidéo là, donc moi je tourne cette vidéo, on est le lundi 28 octobre à 23h21. Vous l'aurez le lendemain, donc vous regarderez sûrement cette vidéo le mardi. On se retrouve donc demain mercredi pour l'épisode 7 du Let's Play SmackDown vs Raw. A noter aussi que vendredi je referai 3 épisodes en avance. Et on se retrouve aussi dimanche pour la vidéo de la semaine en 8 minutes. Et normalement, la photo du mois devrait arriver d'ici la fin du mois, je pense. Ou alors au début du mois de novembre, mais vous inquiétez pas, il y aura comme celle de Survivor Series. Voilà, nous on va se quitter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas non plus d'aller sur les liens dans la description. Donc c'est des gens qui font aussi des pronostics de la WWE, des let's play d'autres choses que la WWE. Et des analyses, des présentations de PPV aussi, de DVD. Donc il y a Daniel Pires Lobo, donc, qui est dans la barre de description. Ça fait pas très longtemps que je vois ses vidéos, mais il fait un très bon boulot. Et il a une certaine présence dans sa voix que j'aime beaucoup, qui fait qu'on ne peut pas s'emmerder. Voilà. Ensuite il y a Darren Guillerminet, malgré qu'il fasse plus de vidéos. J'attends vraiment, je sais que tu regardes encore mes vidéos, j'attends vraiment une prochaine vidéo, avec impatience d'ailleurs. Tu me manques et tu nous manques aussi aux autres. Voilà, et il y a aussi Jonathan Scotty, donc J Scotty DX, qui fait récemment des vidéos de Zelda, Link to the Past, je crois, mon premier jeu préféré de Zelda, avec le Link's Awakening. Enfin bref, il fait des très bonnes vidéos là-dessus. Il fait des vidéos de présentation de PPV et des vidéos de catch et des vidéos aussi d'autres choses comme des cassos que je regarde pas souvent. Je m'excuse d'ailleurs. Tout simplement parce que j'ai pas forcément trop le temps. Je regarde d'abord toutes les vidéos de la WWE avant de regarder le reste. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder ces chaînes là. Et nous, comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain pour le Let's Play de SmackDown vs Raw. Le premier du nom. Bye bye.